Commencer. Je vais ouvrir ma vidéo afin que vous puissiez me voir. Bonjour tout le monde et merci d'être parmi nous aujourd'hui. J'aimerais souhaiter la bienvenue à vous tous. J'imagine la plupart du Québec, peut-être certains de l'Ontario, l'Ontario francophone. Merci d'être ici, dans le fond, afin de célébrer le mois de l'histoire des Noirs, ou certains qui aimeraient l'appeler le mois de la libération des Noirs. Alors, les thèmes d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la diapo, c'est les Canadiens et les Canadiennes et les Canadiens noirs à des postes de leadership. Donc, quels sont les défis, les opportunités et les réussites? Et nous avons parmi nous, je suis rejoint de 3 merveilleux invités qui vont participer à la discussion aujourd'hui. Mais avant tout, avant que notre discussion commence, qu'est-ce que nous allons faire? C'est nous aimerions bien reconnaître le privilège que nous avons aujourd'hui d'être sur le territoire des Autochtones. Alors, en tant que personne qui n'est pas autochtone, en tant que nous tous qui ne sommes pas autochtones, nous aimerions, dans le fond, il est notre responsabilité d'apprendre l'histoire des Premières Nations, d'apprendre à respecter leur culture et à reconnaître leur douleur et notre part dans celle-ci. L'émergence, dans le fond, de cette compréhension est inconfortable. Mais la découverte de notre passé, la façon dont nous continuons à en tirer profit implique le devoir de grandir et de changer pour faire mieux. Pour réaliser ce changement, on peut espérer que notre cheminement nous guidera vers un avenir pacifique, inclusif et respectueux, où nous aurons fait le travail nécessaire pour être considérés comme des invités des premiers peuples de cette belle terre et pour faire partie aussi de leur communauté. Nous vous demandons aujourd'hui, à vous tous qui sont ensemble avec nous, à ce que vous pourriez faire pour commencer votre voyage de compréhension et de croissance. Immergez-vous dans la culture autochtone, lisez leurs mots, écoutez leur voix, efforcez-vous de laisser une place à leur sagesse, à leur expérience dans votre travail quotidien. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour voir avec vous la déclaration d'égalité de l'IPFPC. Nous savons que nous avons une déclaration d'égalité, donc l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'efforce de créer un climat respectueux, sécurisant et inclusif où nous nous sentons tous bienvenus et valorisés. Et nous sommes encouragés à apporter notre contribution et à aider les autres à faire la même chose. Bien entendu, les comportements inappropriés, inacceptables sapent notre capacité et notre solidarité. Donc, nous tolérons aucun comportement qui porte atteinte à la dignité ou à l'estime de soi d'une personne. Un discours discriminatoire, une conduite raciste, sexiste, transphobe ou homophobe nous font mal et nous divisent. Tout comme la discrimination fondée sur l'invalidité, l'âge, l'ethnie, la religion, la langue, le statut de famille et les autres motifs que nous connaissons, qui sont les motifs de discrimination illicite. En tant que membres et employés de l'IPFPC, nous engageons à créer un environnement exempt de harcèlement et de discrimination. Nous nous efforçons de prévenir le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, l'intimidation, la violence et l'abus de pouvoir. Nous aiderons toute personne qui pense avoir été harcelée à demander réparation dans la mesure du possible et nous condamnerons les comportements inappropriés et sanctionnerons ces comportements si nécessaire. Finalement, nous accordons une grande importance à l'équité et la diversité. Nous reconnaissons que les identités que nous détenons peuvent nous valoir un privilège ou le refus d'un privilège. Nous reconnaissons également que nous avons de multiples identités qui se croisent et nous sommes tous responsables de créer un espace, d'écouter les voix diverses, de respecter et de promouvoir les leaders émergents. En nous unissant sans égal à notre rôle de l'IPFPC, nous réaffirmerons notre engagement collectif à favoriser le respect mutuel et la responsabilisation, sans jamais oublier que toutes les personnes méritent la dignité, l'égalité et le respect.
Je suis content de voir qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se sont joints à nous aujourd'hui pour le webinaire en français. Et dans le fond, le mois de l'histoire des Noirs ou le mois de la libération des Noirs, c'est l'occasion de célébrer les réalisations exceptionnelles des Canadiens noirs. Parce que c'est de comprendre que l'histoire des Noirs au Canada, l'histoire des Canadiens noirs, c'est aussi l'histoire du Canada. Et c'est comprendre aussi qu'ils ont surmonté de nombreux problèmes d'inégalité et ces inégalités-là, encore aujourd'hui, persistent dans notre pays. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous organisons ce webinaire et avons une bonne discussion avec nos invités aujourd'hui. Et juste avant que je les présente et qu'on parle justement de l'importance de l'avancement professionnel des Canadiens et des Canadiennes noirs dans la lutte contre la discrimination et des effets du mentorat sur les jeunes noirs, je tiens à les remercier d'être ici avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Nous allons voir un peu là pour comprendre que vous êtes dans un webinaire qui n'est pas nécessairement dans un... il y a des settings meetings, il y a des settings webinaires. Donc, on a quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a désactivé les micros afin de garantir une meilleure qualité de son pour tout le monde. Même que je demanderai à nos panélistes, exemple, à moins que vous êtes certains de ne pas avoir de bruit autour de vous, de mettre le micro off quand vous ne parlez pas, de le réouvrir à votre guise. Aussi, dans le fond, aussi, le webinaire va être disponible plus tard aussi. Ça va aider avec le son quand quelqu'un voudrait le visionner plus tard. Vous pouvez utiliser le clavardage pour nous dire si vous avez des questions, si vous avez des problèmes techniques. Je remercie Catherine Gagnon, qui est aussi une employée à PIPS en communication, qui est ici pour nous aider. Donc, elle va nous aider là, à s'occuper des petites problématiques s'il y a lieu. Aussi, elle va prendre vos questions aussi qu'elle va me transmettre. Ceci dit, si vous me voyez regarder de ce côté-là, ce n'est pas que je ne suis pas intéressé à ce que vous dites, c'est juste que je regarde mon deuxième écran pour avoir les questions des participants, savoir, ils défilent sur mon deuxième écran. Il y a aussi la collègue Shirley qui va nous joindre pour surveiller le clavardage et nous aider. Et savoir que le webinaire sera enregistré et qu'un lien sera à la fin bientôt disponible, qui sera envoyé à tout le monde. Alors, avant tout, avant de commencer, j'aimerais faire au moins une petite présentation en bonne et due forme, comme on dit, de nos panélistes, nos invités qui nous joignent aujourd'hui. Aussi de savoir que nous avons Dean avec nous, que vous voyez à l'écran, qui est en ce moment le président du caucus des Noirs qui a été récemment créé à PIPS afin de donner une plateforme justement aux employés, aux membres de PIPS de s'exprimer et de trouver des façons de travailler afin d'enrayer toutes les problématiques de racisme systémique dans la fonction publique. Alors, merci d'être ici avec nous, Dean. Et Dean, plus tard, sera l'hôte du webinaire en anglais. Pour commencer avec nos invités, j'aimerais commencer avec Paige Galette. Merci d'être ici, Paige. Paige, qui est avec nous, est une haïtienne, une militante féministe qui est, dont les pronoms sont elle et, dans le fond, c'est ça, elle. En anglais, on dit here, she or her. Elle est nationalement positionnée en tant qu'organisatrice, éducatrice, avec un fort passé dans la gouvernance et les politiques. Alors, son travail est enraciné dans l'antiracisme et l'oppression. Et dans le fond, elle aime à travailler avec tout ce qui a rapport avec les problèmes d'équité. Elle sert elle a déjà servi plutôt en tant que secrétaire trésorière dans le CFP, que l'on connaît en tant que QP pour le local 1281. Elle a été une membre du comité des femmes aussi pour ce même syndicat en Ontario.
Présentement, elle travaille au Yukon, donc elle nous rejoint du Yukon. Elle travaille aussi pour la Fédération du travail du Yukon et elle est aussi la présidente du conseil régional du Yukon du Nord pour PSAC, l'AFPC. Alors, merci d'être avec nous, Paige. Et j'aimerais vous présenter aussi notre prochain invité qui est Marc-Édouard. Merci d'être avec nous, Marc-Édouard. Marc-Édouard, il est le fils aîné de parents haïtiens. Comme on dit au Québec, ça a passé. Ayant immigré à Montréal en 1966, Marc-Édouard a été confronté à un très jeune âge à l'apprentissage de la différence et du poids qu'elle représente parfois. Aussi, Marc-Édouard a gravi les différents échelons en commençant par son rôle à Poste Canada afin de justement devenir un permanent syndical qui représentait les membres au niveau du GRIAF. Aussi, tout ce qui avait attrait aussi avec les accommodements et tout ça. Le confrère Marc-Édouard a été élu par acclamation président du Conseil régional FTQ de Montréal métropolitain en 2016 et en 2019. Alors, bravo, c'est tout un exploit, Marc. Ces nombreuses fonctions syndicales ont appris que la défense des intérêts du grand nombre ne doit jamais se faire en mettant de côté les préoccupations des membres les plus vulnérables ou les moins nombreux, dans le fond, au sein de l'unité syndicale. Merci d'être avec nous, Marc-Édouard. Finalement, et non le moindre, notre dernier invité est Webster. Dans le fond, Ali Ndiaye, alias Webster, qui est un vétéran de la scène hip-hop québécoise. Il est actif depuis 1995. Il parcourt le monde grâce à ses concerts, ses ateliers d'écriture et conférences. Il faut aussi savoir que Webster est un historien. Donc, il est passionné d'histoire. Alors, le rapport qui vient de Limoilou, à Québec, s'intéresse particulièrement à l'esclavage et la présence afrodescendante au Québec et au Canada depuis l'époque de la Nouvelle-France. Même que Webster a ouvert les yeux de plusieurs d'entre nous qui sont militants au niveau des descendances afro-canadiennes, je dirais. C'est de savoir aussi qu'il a mis sur pied, je ne sais pas si certains ont eu la chance peut-être d'y participer, mais il a mis sur pied les Tours Québec Historique X dans le Vieux-Québec. J'en ai beaucoup entendu parler. Je n'ai pas eu la chance encore, j'ai hâte de pouvoir le faire. Puis c'est afin de faire mieux connaître l'histoire. Il a publié aussi un livre jeunesse à propos d'Olivier Lejeune, le premier esclave africain au Canada. Le grain de sable, par l'édition Septentrion en 2019. Et Webster aussi était commissaire de l'exposition Fugitif présentée au Musée national des beaux-arts du Québec en 2019. Et ça, c'était, dans le fond, à propos de la résistance des esclaves au Québec. Alors, merci d'être parmi nous. Et puis, on va tout de suite commencer parce que nous savons que nous n'avons pas grand temps. Nous avons juste 1 heure, excusez-moi, pour discuter. Et je commencerai tout de suite à mettre la table. Et ceci dit, en mettant la table, si vous pouvez voir ma diapo, est-ce que vous voyez la représentation des travailleuses et travailleurs noirs à des postes de leadership? Oui, parfait. Alors, pour mettre la table, j'aimerais parler qu'en ce moment, la population canadienne noire représente environ 3,5 de la population. Okay? Et seulement 1,5 des députés fédéraux sont noirs. Moins de 1 des chefs d'entreprise du Canada sont noirs. Il n'y a jamais eu de sous-ministre noir. Et parmi les 25 plus grands syndicats du Canada, un seul est dirigé par une personne noire. Alors, encore une fois, merci d'être avec nous. Ce que j'aimerais savoir, dans le fond, pour commencer tout de suite par une question avec vous, en commençant, dans le fond, par Paige. Cette question s'adresse à vous trois. Je commencerai par Paige et par la suite suivre avec Marc-Édouard et finalement Webster. C'est de savoir, dans le fond, en cette période, dans le fond, accrue sur le racisme anti-noir, le manque de diversité raciale,
Dans les médias canadiens, en plus, c'est plus criant que jamais, on le voit, là. Tous les membres de la population québécoise et canadienne méritent, dans le fond, d'avoir leur mot à dire et de raconter leur histoire. Les recherches montrent souvent que les salles de rédaction canadiennes sont majoritairement blanches. La population croissante du pays est composée de personnes noires, autochtones et de couleur. N'y sont pas comprises, dans le fond. Ces personnes ne représentent donc pas les communautés qu'elles servent. Pouvez-vous nous dire comment ce manque de représentation dans les médias et la présentation de nos expériences a un impact sur les Canadiennes et les Canadiens noirs? Commençons par Paige. Par moi, oh my God. Tout d'abord, bon matin tout le monde. Je vous rejoins en fait des territoires ancestraux, des personnes Kwanwendon et du conseil Tahan-Quachan, donc oui, au Yukon. C'est une question médiatique, mais je vais faire un peu un rapport avec nos vies, nos expériences. Je pense que, et même ce qui s'est passé récemment, on a vu que même quand on a nos voix qui sont représentées, on est attaqué à gauche, à droite, en haut, en bas, de partout, non seulement sur Twitter, comme on a vu avec Émilie Nicolas, qui se prononce, qui ne dit rien de grave et pourtant qui se fait enlever, qui se fait couper sa voix, mais aussi à l'interne. Je pense que c'est important de parler que oui, on peut voir ce qui se passe dans les médias, mais qu'on oublie qu'on doit faire notre travail, que même au travail, on doit passer par des micro-agressions, on doit passer par des comportements vraiment inacceptables. Je vais faire aussi le point avec la diapo qui a été présentée, qui démontre les statistiques et qui démontre que même quand on atteint les rôles de leadership, les rôles de députés qui sont supposés d'être des rôles renommés, on nous manque de respect. Je pense qu'on peut voir ce qui s'est passé récemment par le livre de Célina César Chavadez, qui parle notamment du premier ministre et de sa fragilité blanche et comment, quand elle s'est prononcée, comment est-ce que même le premier ministre, qui pardon, mais ne m'étonne pas, n'importe qui a pu parler ou qui a pu rencontrer le premier ministre, bon, on sait très bien, c'est dans sa nature, mais qui a été très défensif. Et donc, ça fait en sorte que quand on va pour parler, même pour éduquer de nos expériences, on est rabaissé et on n'est pas écouté. Oui, toujours aujourd'hui, en 2021. Pour répondre à ta question plus précisément, Richard, quand on n'est pas dans les salles de médias, on n'a personne pour nous backer, on n'a personne pour être solidaire ou à l'appui. Et donc, ça veut dire que non seulement lorsqu'on se voit couper la parole, qu'on se fait attaquer au public, il n'y a personne pour nous soutenir, pour dire, entre autres, aux personnes qui sont dans des rôles de leadership, qui prennent les décisions, qu'en fait, il faut nous appuyer encore plus. Et donc, et voilà, on ne se voit pas représenté. Ça donne qu'on entend souvent des commentaires comme « Ah, ben, je ne sais pas que ça existe. Je ne vois pas ça dans mon travail. C'est pas aussi pire que les États-Unis. » Et nous qui sommes francophones hors Québec, on l'entend souvent. C'est pas aussi pire que le Québec. On aime ça, parler du Québec, parce qu'on sait très bien que le Québec, on regarde sur la loupe des commentaires comme il n'existe pas du racisme ici, on voit le François Legault et ses politiques anti-noirs, et pourtant, nous, en Ontario, au Saskatchewan, dans l'Est, même au Nord, on aime ça dire que ça ne se passe pas ici, qu'on est plus calme. On aime ça pointer du doigt. Donc, ouais, on pourrait en parler pendant très longtemps. Je pense qu'il faudrait aussi écouter ceux et celles qui sont dans ces positions, dans ces postes de rédacteurs, de rédactrices, dans les postes de médias, qui lorsqu'ils parlent, il faut amplifier leur voix aussi. Merci, Paige. Il y a beaucoup de points que j'ai notés par rapport à ce que tu as dit, puis j'aimerais ça y revenir. Mais avant ça, j'aimerais ça que Marc puisse suivre avec peut-être ajouter sur ce que Paige a dit par rapport à cette question.
Donc, j'ai presque oublié ta question. Par contre, j'avais préparé une réponse. Bon, tout d'abord, je veux reconnaître également qu'à Montréal, là, on est en territoire autochtone Mohawk non cédé, tout d'abord. Le premier problème pour moi, je vais essayer de le dire dans des mots les plus concentrés possibles, c'est qu'on nous a implanté ce que j'appellerais une vision conditionnée ethnocentrique gréco-romaine. Bon, je m'explique. Quand on était jeune, on nous a conditionné notre vision du monde, y compris la nôtre, les personnes de couleur, on nous a conditionné sur le fait que la philosophie gréco-romaine issue du monde, entre guillemets, blanc, c'est une philosophie supérieure aux autres. C'est comme si le monde avait débuté avec, je vais le dire comme je le sens là, le royaume d'Égypte, ensuite le royaume perse, le royaume grec, le royaume romain, et vous aurez remarqué, puis je le dis en parenthèse rapidement, on nous a même fait à croire que le royaume égyptien était un royaume blanc. Moi, j'ai appris dans la vingtaine que ce qu'on m'avait montré sur ce bout de civilisation africaine, on nous l'a passé à l'eau de Javel. Ça nous conditionne. Il faut dire les choses correctement. Donc, tu me poses la question au niveau du leadership. En fait, j'ai envie de répondre ceci. On est tous conditionnés sur le fait que le leadership blanc, c'est le leadership naturel. L'homme blanc, c'est l'homme universel. Et l'homme noir, en fait, je vais le dire différemment. Dans notre conception unique des choses, les royaumes asiatiques, africains, des Amériques sont, entre guillemets, des royaumes exotiques. Donc, ils existent, mais on ne leur donnera jamais la même crédibilité que les empires romains, grecs, européens, etc., etc. Et ça nous conditionne, ça nous a habitués à dire « Ah, mais le leadership, il devrait être assuré par l'homme universel, l'homme qui est supposé d'être là. » En passant, là, je dis beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à dire, je vais me réfréner. En fait, je nous lance une question à nous tous. Comment expliquer, je l'ai fait en partie, que, et je ne veux pas insulter personne, là, que les personnes blanches, qui représentent 16,6% de la population mondiale, dominent autant les idéologies mondiales? Il faut se les poser, ces questions-là. Alors, en passant, merci beaucoup pour cette opportunité-là. Et je ne veux pas qu'on prenne ce que je dis comme étant une confrontation. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs sciences dans le monde, il y a eu plusieurs leaderships, il y a eu plusieurs connaissances, compétences, et que malheureusement, dans le cas des personnes afrodescendantes, bien, il y a eu des gens avec des grandes effaces qui se sont appliqués au fil des siècles et des millénaires à effacer notre contribution, nos compétences, nos accomplissements, et c'est ça qu'il faut renverser. Je m'arrête là. Merci, Marc. Puis t'inquiète, c'est ce qu'on veut entendre. On va avoir une vraie discussion, on va entendre les vraies choses. Voilà. Je pense que les participants qui se sont présentés aujourd'hui ne veulent pas se faire dire des belles choses, comme on dit en anglais, smokes and mirrors. Ils veulent entendre les vraies choses. Puis je te remercie de faire ça. Puis finalement, Webster, sur cette question-là, c'est quoi ton opinion? Wow, déjà, je trouve que tout a été brillamment dit et par Paige et par Marc-Édouard. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Marc, tu as ouvert la porte de l'histoire, qui est ma grande passion. Donc, je vais commencer là pour aller rebondir sur ce que Paige disait, puis revenir vers ta question, Richard. Mais effectivement, parce que, tu sais, au début, tout le monde a fait reconnaissance de territoires qui sont des territoires autochtones et que finalement, qui ont été saisis à travers un mouvement de colonisation dont on ressent encore les impacts aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui a donné lieu à ce mouvement de colonisation et d'esclavage? Pour moi, ce sont toujours les deux sœurs jumelles, la colonisation et esclavage. Entre autres, ce qui a permis ces mouvements-là, c'est le racisme. C'est la notion, comme Marc expliquait, de supériorité morale, intellectuelle, technologique de l'Europe, qui a permis la colonisation des Amériques, l'esclavage, qui en retour ont permis la domination du reste du monde, et ainsi d'imposer cette vision eurocentrée. Il y a un penseur indien, appelé Chakrabarty, qui pose la théorie de la reprovincialisation de l'Europe. C'est-à-dire que tout le mouvement intellectuel, admettons, des Lumières, ou la manière de voir la politique, l'académique, la science, est eurocentrée. Et l'Europe a quelque chose à apporter, mais autant que l'Afrique a quelque chose à apporter, que l'Asie a quelque chose à apporter. Il faut arrêter de voir l'Europe comme la quintessence du progrès humain pour le ramener comme une région du monde à travers le monde, et que les autres régions ont quelque chose à apporter. Mais on doit faire face à des siècles de programmation. Nos sociétés, nous sommes programmés pour le voir ainsi. Et donc, on a depuis quelques décennies cette manière d'essayer de renverser la vapeur, mais on affronte des siècles de programmation. Ce qui m'amène finalement à rebondir sur ce que Paige disait. Pour pouvoir contrer cette programmation-là, il faut effectivement investir les postes de pouvoir. On parlait des médias un peu plus tôt. Écoutez les gens en salle de rédaction. Si on n'a pas de rédacteurs, de rédactrices autochtones ou issus des différentes, que ce soit des communautés afrodescendantes ou asio-canadiennes, eh bien, comment est-ce qu'on veut avoir cette lumière-là? Comment est-ce qu'on veut pouvoir être en contact avec ce vécu, cette expérience-là, s'il faut toujours que ça soit passé à travers le filtre de l'expérience eurodescendante? Et pour moi, l'image la plus parlante, c'est récemment avec toute l'histoire de Mamadi Camara à Montréal. Et il y a eu un débat à TVA où est-ce que c'était 3 personnes blanches d'un certain âge. Et cette photo-là a circulé comme un mime parce que c'est grotesque. On aurait voulu faire une caricature, on aurait trouvé que c'est trop gros. Mais la situation est là. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à comprendre ça, et tant qu'il y a des médias comme TVA qui jouent un rôle incontournable dans la manière dont est façonnée la manière dont les gens voient la vie, le Québec. Je veux dire, TVA a un rôle important à jouer dans le façonnement et identitaire et culturel au Québec, mais quand eux, qui ont une grande partie de l'audimat, n'arrivent pas à voir ces éléments-là, ben, ça donne au final des gens qui ne croient pas au racisme systémique, des gens qui arrivent en position de pouvoir. Ah, François Legault qui refuse le racisme systémique, ce n'est pas mon voisin d'en face qui le refuse. C'est quelqu'un qui est premier ministre, c'est le premier citoyen, en guillemets, de la province. Et donc, si lui n'arrive pas à voir ces dimensions-là, imaginez, comme on parle du trickle-down, on peut bien imaginer les impacts que ça a sur le reste. Ce manque de représentativité, au final, crée, j'ai l'impression, un exode identitaire. Je l'explique de cette manière. Je prends mon exemple personnel. Quand j'étais jeune, je ne me vois pas à la télé. Je ne m'entends pas à la radio. Ma réalité de jeune métisse de Limoilou n'est pas traduite dans l'univers culturel au Québec, dans l'univers médiatique. Donc, la première chose qui m'a parlé culturellement, c'est le mouvement hip-hop aux États-Unis. Et donc, je vois ce qui se passe aux États-Unis, je vois le mouvement hip-hop, je dis « Oh yo, ça y est, c'est moi !» Et donc, tout d'un coup, j'étais plus intéressé par ce qui se passait là-bas que ce qui se passait ici. Et donc, pas rapidement, au contraire, ça a pris du temps, mais finalement, en prenant le hip-hop, le médium hip-hop, le véhicule hip-hop, j'ai pu créer ma propre culture québécoise, amener ma propre brique à cet édifice-là. Mais pour ma part, c'est parce que j'ai eu envie de participer à ce qui se passait ici. Mais il y a bien des jeunes que l'exode est complété. C'est-à-dire leur corps est ici, mais leur esprit est ailleurs. Leur esprit est en France, leur esprit est aux États-Unis, leur esprit est ailleurs parce qu'ils ne se voient pas ici. Donc, s'il n'y a pas des leaders auxquels ils peuvent s'identifier, bien sûr que finalement, ils vont vivre ici,
mais ne vont pas s'approprier ici, ne vont pas sentir qu'ici, c'est chez eux aussi. Et juste pour revenir, après ça, je ne vais pas prendre trop de temps, là, mais pour revenir à la question des statistiques que tu nous as montrées, entre autres, que 3,5% des 3,5% de la population est afro-canadienne, eh bien 8,4% de la population carcérale ou fédérale est afro-canadienne. Et c'est la même logique chez les populations autochtones aussi, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont doublement, triplement représentés en prison, mais pas d'un point de vue positif. C'est-à-dire que on n'a pas ce type de représentativité double ou triple en tant que député, en tant que chef de syndicat, en tant que ministre. Et donc, on accepte cette double ou triple représentativité du point de vue négatif. C'est-à-dire les gens qui sont tués par la police, les gens qui seront collés par la police, les gens qui sont en prison, les gens qui meurent de la COVID. Les gens, donc, cette représentativité double et triple négative, on l'accepte. Je ne vois pas de controverse autour de ça. Mais on n'a pas cette double ou triple représentativité positive en termes de présentateurs à la télévision, en termes de journalistes, en termes de boss de compagnie. Et quand on parle de ça, les gens nous disent, mais là, les Noirs sont 3,5% de la population canadienne. Est-ce que vous voulez qu'ils soient plus que ça, que leur représentativité dans la population? Oui, c'est ce qu'on veut. Parce que tant que vous êtes à l'aise qu'il y ait plus de gens en prison que la représentativité, on va absolument demander qu'il y ait plus de représentativité double ou triple de la population dans le secteur positif. Donc voilà. C'est super, merci. Et j'ai retenu beaucoup de choses qu'on va pouvoir continuer là-dessus avant de prendre les questions des participants. Mais tu nous as lancé sur quelque chose, donc tu as parlé de ton expérience personnelle. Et c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre là-dessus en adressant à Paige la question suivante. Toi, au niveau de ton vécu personnel, excuse-moi, c'est quoi les obstacles systémiques que tu as eus, qui se sont présentés sur ton chemin? Car à ta façon aussi, tu es une leader dans les différents cheminements que tu as pris, dans ton militantisme plutôt que tu as pris dans ta carrière. Donc, quelles ont été ces barrières systémiques, puis comment tu as fait pour les surmonter? J'aime que tu me poses la question, Richard, avec un langage dans le passé, parce que les barrières sont toujours là et seront sûrement là même après ma mort, malheureusement. Donc, mais pour répondre, je vais faire un point sur ce que Webster a dit concernant l'identité et de ne pas se voir représenter. Et en fait, moi, je suis née à Montréal, j'ai grandi à London, en Ontario. J'ai déménagé quand j'avais 5 ans, donc ça a été un peu un choc. C'est clair que quand j'étais jeune, je n'avais pas le langage, je n'avais pas le lexique, ni la compréhension de comprendre que je suis en situation de choc tout d'un coup, je suis en situation minoritaire. Et donc, ça fait beaucoup quand on parle de son identité, notamment si on ne se voit pas représenté, si on ne voit pas des leaders représentés, et comme Marc-Édouard dit dans le chat, ça nous donne un peu un désespoir. On va où? On fait quoi? On contribue quoi à cette société qui pardon mon terme franco-ontarien, mais ne care pas. Et donc, moi, mon parcours, c'est clair que je me suis vue, j'ai vu mes autres identités avant mon identité noire et mon identité haïtienne, en fait. Et je m'explique parce que j'ai vu plutôt des représentants ou surtout des représentantes féministes. Et je me suis dit, bon, ben, c'est clair, finalement, on me comprend. Dans la lutte queer, j'ai vu une personne qui me ressemble et j'ai dit, bon, ben, finalement, je me comprends. Et ensuite, ça a été déménageant à Toronto, faisant partie de Black Lives Matter Toronto, que j'ai fait, ben, attends, oh,
Ça, c'est mon identité. Non seulement il y a des leaders, il y a des organisateurs communautaires, des activistes qui sont noirs, qui sont queer, qui sont différents, mais qui sont capables de faire bouger des montagnes. Et ça, c'est mon parcours, c'est là où est-ce que je suis. On me comprend, on me met pas de côté ou on me met pas dans des situations de porte-parole, pas pour m'écouter, mais plutôt pour faire avancer un mouvement où est-ce que je me vois pas représentée, ni où est-ce que je ne contribuerai pas. Et donc, ces barrières sont toujours là. Récemment, j'ai passé en entrevue et la personne m'a carrément dit, bah oui, j'ai fait des recherches sur vous, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, comment ça vous avez ce poste? J'ai fait, bon, ben, c'est intéressant. J'ai failli dire, donc j'ai l'emploi, vous m'engagez, c'est bon, c'est fait. Mais ouais, justement, ces barrières on contribue, on fait nos exploits, mais on a toujours soit des postes qui ne sont pas de postes de leadership, qui ne sont pas vus comme étant remarquables, ou même encore qu'on arrive à prendre ces postes qui sont remarquables, encore une fois, on nous doute. Et donc, on n'a pas la chance de faire les projets qu'on veut, ou on n'a pas la chance de contribuer au changement qui est nécessaire. Donc, ouais, ces barrières systémiques, ça existe toujours. Je rentre au travail, les microagressions, le gaslighting racial, on peut en parler pendant des jours et des jours, mais je pense que à un moment donné, il ne faut plus en parler. À un moment donné, il faut plus juste être là à s'éduquer, il faut agir. Et surtout, je m'adresse aux personnes blanches qui nous regardent. Souvent, on va me dire, oui, mais comment est-ce que je peux agir? Je vais commettre des erreurs, je ne veux pas mal agir. Et je me dis, si vous êtes en mesure de faire une recherche Google pour voir combien de cas actifs est dans votre province ou dans votre territoire, vous êtes en mesure de faire des recherches Google sur comment appuyer le leadership ou des personnes raciales ou des personnes noires. Vous êtes en mesure de faire des recherches sur comment ne plus être anti-noir. Et donc, c'est vraiment une question de vouloir, mais de pouvoir commettre à l'action aussi. Merci pour ça. Puis, dans le fond, c'est prendre ce cheminement, comme tu dis, là, de prendre la décision de. Et ça fait une référence à ce combat-là que l'on fait contre le racisme anti-noir, et on le fait conjointement avec l'anti-racisme autochtone. Et on a beau faire, exemple, des sessions comme ça, on a beau faire des reconnaissances de territoire, mais à la fin de la journée, comme tu dis si bien, Paige, c'est prendre cette décision-là personnelle, d'aller faire les recherches, d'aller s'instruire, d'aller parler aux communautés. Oui, merci pour ça. Ceci dit, j'ai remarqué que Jenny Esnar s'est jointe aussi à nous. Alors, ceux qui vont voir le webinaire plus tard en anglais, c'est Jenny Esnar, elle va être l'hôte du webinaire en anglais. Merci d'être avec nous, Jenny Esnar. Et Jenny Esnar, elle est la présidente du Comité des droits de la personne. Elle est aussi une membre du conseil exécutif de PIPS. Elle est une directrice, justement, à la RCN. Et elle et Dean font tout ce travail-là, justement, pour pouvoir nous amener des webinaires et favoriser, justement, la connaissance sur les enjeux que vivent les Noirs dans la fonction publique. Marc-Édouard, je viens à toi. Avant que je vienne à toi, on va bientôt être à 20 minutes de la fin. Je vais demander aux participants de commencer à écrire leurs questions, de les envoyer à Catherine. Comme ça, Catherine va pouvoir me les transmettre. Gênez-vous pas. Comme on dit souvent au Québec, il n'y a pas de questions stupides. Envoyez-les. Envoyez vos questions. Quelque chose qui vous chicote, quelque chose que vous êtes toujours demandé. Soyez pas gênés. Il n'y en a pas de questions stupides. Donc, envoyez-les comme ça. Je pourrais commencer à les avoir avant de passer à vos questions. Puis Marc-Édouard, je trouve la conversation superbe parce que tout le monde se suit. Donc, avec qu'est-ce que Paige vient de dire, ça m'amène à toi. Et puis, bon, tu as un cheminement, Marc-Édouard, on se connaît depuis quand même assez longtemps, qui n'est pas typique des problématiques, des difficultés, des barrières qui ont été surmontées. Je parle que les barrières sont souvent les mêmes, mais tu as quand même réussi d'une certaine façon
à les surmonter. Donc, toi, en tant que leader noir, en général, le leadership noir, en quoi est-il différent du leadership traditionnel homme blanc? Puis tu as parlé de ce leadership-là. Alors, je voulais savoir, pour toi, en quoi ça diffère? Je retiens ta question. Je reviens à quelque chose que je veux dire, puis j'arrive. Tu sais, les obstacles, puis en quoi ça diffère. Bon, OK. Tantôt, je disais, l'homme blanc, c'est l'homme universel, sans offenser personne. Donc, l'homme noir, quand il exerce du leadership, il est vu systématiquement comme un leader communautaire. Et j'explique. C'est-à-dire, ben oui, Joubert, Webster, puis Page, ben oui, ils vont parler pour leur gang. On le sait bien. Là. Puis là, tu ne veux pas en avoir trop de ça parce que ça change la balance du pouvoir dans la structure. Ça, ce que je viens de dire là, vous ne l'entendrez pas à un micro syndical. Mais je peux vous dire que j'ai eu des conversations one-on-one où ça a été évoqué, sans gêne, comme quoi, ben, une fois qu'on en a un ou deux, puis ça nous ramène à la notion du tokenisme, là, du bibelot que je n'aborderai pas. Donc, au départ, le problème est un problème, et je reviens, de vision, de culture, à l'effet que là où on a des leaders ou des femmes noires, des hommes noirs en position de pouvoir dans les instances syndicales, j'ai un doute tout de suite. Est-ce qu'elles viennent représenter l'ensemble des membres ou juste sa gang? Ça, c'est le premier obstacle. Il est là. Le premier obstacle, c'est un obstacle de légitimité de représentation. Deuxième obstacle. Dans les structures syndicales, et je vais le dire comme je l'ai observé depuis de nombreuses années, il y a deux grosses structures. Il y a la structure où on donne des services aux membres et il y a un noyau qui, lui, et je dis c'est le noyau du pouvoir, influence les politiques et les statuts des organisations syndicales. Je reviens. Donc, toi, la personne de couleur, de façon générale, tu veux donner du service aux membres, les griefs, santé, sécurité au travail, mobilisation, vas-y, c'est correct, on n'a pas de trouble avec ça. Maintenant, quand on gravit les échelons, c'est pour ça que j'ai mis dans ma petite biographie, gravir lentement les échelons syndicaux. Quand tu commences à t'approcher du noyau, parce qu'on va dire les choses clairement, les organisations syndicales sont des organisations de pouvoir. Il y a des cercles dans les organisations syndicales qui possèdent le vrai pouvoir, c'est-à-dire qui influencent les statuts et règlements, qui influencent les orientations générales d'un syndicat. Quand tu t'approches de ce cercle-là, et moi je vous le dis d'expérience, c'est là, tu es ailleurs. Tu es ailleurs. Et je ne dis pas qu'on ne veut pas de personnes noires, ce n'est pas ce que je dis. C'est que là, il y a une joute politique qui doit se jouer et je pense qu'elle est plus compliquée pour nous parce que, comme je le disais tantôt, il y a une légitimité à ajouter. Donc, tu m'as posé la question comment on surmonte ça. Ben, en fait, je dirais il faut beaucoup de persévérance. Faut faire des fois abstraction de beaucoup de micro-agressions, comme par exemple, ah ben Marc-Édouard, tu es là, c'est vrai que c'est bon que ça nous en prend un dans l'exécutif, on a des Noirs dans les membres. Et Page a touché ça tantôt, on nous laisse entendre, ou des fois on ne nous le dit pas, mais on te le fait sentir, si tu es là, ça ne peut pas être pour tes compétences. Écoute, là, vous n'êtes pas si intelligent que ça, on ne te le dira pas comme ça, là, mais tu es là parce que, bon, OK. Donc, je pense que ça prend de la persévérance, mais je dirais plus important, et je terminerai avec ça, Richard, je pense que ça prend une bonne conscience de sa valeur personnelle. Et je veux toucher ce point-là en terminant en disant deux choses. Normalement, the sense of self-worth, comme on dit en anglais, ou le sens de sa valeur, devrait idéalement venir de ta famille. Surtout pour les personnes dites racisées. Et moi, je fais un lien avec mes parents. Mes parents n'étaient pas des militants. Okay? Mais quand mon père est venu et a refait sa médecine en 1972, 1973,
puis que j'étais un enfant, puis que je ne pouvais pas courir dans ma maison, à un moment donné, ça l'a cliqué dans ma tête. Pourquoi qu'il a fait sa médecine à Port-au-Prince, puis il doit la refaire à l'Université de Montréal? En passant, c'est encore la même chose 50 ans plus tard. Et là, il y a un déclic qui s'est fait plus tard dans ma vie en disant « OK, ça, c'est injuste, ça doit être corrigé. » Mes parents m'ont inculqué, je les en remercie, ce sens de notre valeur collective comme nation noire, nation haïtienne, peuple afro-descendant. Et si on n'a pas cette chance-là, je pense que l'autre façon, c'est de s'éduquer, absolument s'éduquer sur la valeur globale des nations noires et pourquoi c'est légitime qu'on occupe des places de leadership. Je m'excuse, j'ai parlé trop longtemps, mais j'ai comme un élan sur celle-là. J'arrête. C'est bon, pas de souci, Marc. Merci pour ça. Qu'est-ce que je vais faire? On a commencé à recevoir des questions des participants. Je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez voir, il y a comme exemple Eric qui dit ce qu'on peut vous lire, vous entendre. Si ça a une possibilité, peut-être partager ça. J'aimerais passer aussi à une question de Jadot, qui est quelles sont les solutions privilégiées? Puis je vais aller avec toi, Webster. Tu as parlé aussi, bon, dans le fond, du rôle que tu entreprends à essayer de faire savoir l'histoire. Donc, j'imagine qu'en faisant ce rôle-là, il y a quelque chose comme un but que tu aimerais atteindre, un objectif. Donc, tu as sûrement des idées de solutions en faisant ce travail-là. Donc, à quoi ça ressemble? Pour ma part, c'est un peu en lien avec mon intervention un peu plus tôt, c'est-à-dire de créer des repères, de pouvoir être représenté aussi dans l'histoire. On veut une représentativité dans le présent, mais dans le passé aussi, parce que cette histoire existe, mais elle a été effacée, javelisée, extirpée. Et donc, on a un premier Africain qui arrive au Canada en 1629. Je parle résident permanent parce qu'on parle des Dacosta. Il y avait même un autre afrodescendant ou africain dans l'équipage de Champlain. Mais le premier Africain à vivre de manière permanente au Canada arrive en 1629. On ne sait pas l'histoire de l'esclavage ici. On ne sait pas l'histoire de la résistance à l'esclavage ici. On ne sait pas. Et toute la résistance au racisme aussi. Et donc, comment est-ce qu'on construit une trame narrative nationale, mais avec des œillères? Ça donne notre société qu'on a aujourd'hui. Donc, le rôle des Autochtones, le rôle des Asiatiques, des Afro-descendants africains extirpés. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de justement créer ces repères afro-québécois et afro-canadiens. Parce que quand on pense à l'histoire noire, notre lentille est toujours afro-états-unienne. Hein, c'est-à-dire que si on pense à l'esclavage, on pense aux champs de coton d'Alabama. Si on pense à la militance, on pense à Martin Luther King, on pense à Rosa Parks, qui sont toutes des choses extraordinaires. Mais, et ça, dans un autre sens aussi, c'est à l'image de la domination culturelle des États-Unis au 20e siècle. Mais au-delà de ça, on a un peu sacrifié, non, c'est pas le bon mot sacrifié, mais on a porté nos yeux vers cette histoire afro-états-unienne et on ne connaît pas notre histoire afro-canadienne, afro-québécoise. Et donc, pour moi, c'est vraiment une question de se donner ces repères-là, de comprendre, on parlait de légitimité, de comprendre qu'on fait partie de ces territoires non cédés depuis le 17e siècle. Et donc, c'est un peu le travail en histoire. Toutefois, et je tiens toujours à le spécifier, c'est que l'histoire ne va pas mettre de la nourriture sur la table de quelqu'un. L'histoire ne va pas trouver un emploi à quelqu'un. L'histoire ne va pas donner un avancement professionnel. Toutefois, ça permet de remettre en question la notion de passé homogène blanc, qu'il soit québécois ou canadien. Donc, de comprendre la pluralité de notre passé pour mieux comprendre notre identité au présent. Donc, pour moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire en histoire. Merci. Puis c'est une ligne de conduite ou une base vraiment là, qui a toujours été, dans un sens, pour ceux qui font ce travail-là, de justement regarder l'histoire comme une base là, pour pouvoir bien s'enligner. Merci pour ça, Webster. J'aimerais passer aussi, vu que
le temps file. C'est juste de savoir qu'il y a des possibilités d'écrire d'autres questions qu'on va essayer de vous répondre aux participants et de ne pas vous oublier. Je vais partager rapidement l'endroit où vous pouvez voir le courriel pour écrire vos questions. Si on n'a pas le temps, on n'aura pas le temps de répondre à toutes vos questions. Il y en a pas mal qui sont rentrées. Donc, c'est bien mieux ensemble à l'ipfpc.ca. Et peut-être mentionner peut-être le sujet, à quoi ça concerne et votre question. Et ceux qui sont dans l'équipe de communication ou l'équipe de mobilisation avec moi-même, on va s'efforcer de pouvoir vous répondre. Et si jamais Marc-Édouard, Webster ou Paige aussi veulent contribuer à nous aider à répondre à ces questions-là, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, j'aimerais aussi continuer avec peut-être une autre question de participants. Qu'avons-nous ici? On a Inday qui demande, premièrement, qui remercie les panélistes. C'est gentil, Inday, pour vos interventions qui sont considérées comme étant super pertinentes. Alors, que suggérez-vous? Et toi, Paige, tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de militantisme. Et si je me rappelle, quand j'ai entendu parler de toi, il y avait une certaine connexion avec Black Lives Matter. Est-ce que je ne sais pas si c'est possible ou est-ce que tu as milité aussi avec eux? Comment tu suggères de passer de ce stade de sensibilisation, de militantisme à l'action? Dans le fond, passer au changement. Qu'est-ce que tu suggères à ce niveau-là? Ouais, j'aime cette question. En même temps, elle me déçoit un peu parce que je me dis, on est en moment de pandémie et pourtant, on est capable de se trouver des ressources, on est capable de faire le travail. Et pendant le moment de pandémie, je pense qu'on n'a pas dit, on n'a pas attendu et dit, OK, je vais attendre pour demander ce que je peux faire. C'est un peu la même chose. On est en moment de pandémie. Une personne qui est noire, qui est abattue par la police, c'est une personne de trop. On est en moment de pandémie. Donc, j'ai utilisé le terme step up, step up, parce que nous, en tant que personnes noires, on est fatigués. En tant qu'haïtienne, je vais dire nous bouqués, on est épuisés. Je vais vous dire aussi, pendant le mois de l'histoire des Noirs, je trouve ça toujours drôle parce que pour moi et pour plusieurs de mes amis noirs, c'est le moment où est-ce qu'on est on est plus occupé, on est sur des panels, on est dans des conférences, on est partout, on veut entendre nos voix, mais quand même dans l'année, il y a plus autres mois où est-ce que pour une raison ou une autre, on ne veut plus nous entendre. Et on nous fait travailler aussi. C'est du travail d'être sur ce panel, c'est du travail pour vous éduquer, surtout les personnes blanches. Donc, step up. Et l'autre, je vais parler dans un langage un peu plus syndical parce que je fais partie quand même du mouvement syndical, c'est de céder vos places. J'aime dire que oui, on fait partie d'un mouvement, mais si vous êtes dans une position de leadership, ça fait 3, 4, 5 ans, 3 mandats, vous parlez des mêmes enjeux, désolé, vous ne faites plus partie du mouvement, vous faites partie d'une conférence. On a besoin de bouger. On a besoin que vous cédez votre place, vous cédez vos pouvoirs, que vous retournez dans les bancs plutôt grassroots avec nos membres qui n'ont pas l'occasion de venir dans des conférences et des conventions qui coûtent cher, qui nous demandent du travail aussi. Et un autre point que Marc-Édouard t'a fait qui vient me chercher, surtout dans le mouvement syndical, c'est d'être à l'affût de nos membres. Et encore une fois, quand on voit nos conventions, nos membres qui ont besoin, nos membres les plus marginalisés ne sont pas représentés. C'est pas eux qu'on va chercher. Je fais encore un rapport avec la COVID ou le COVID, peu importe, où est-ce que tout le monde parlait de les travailleurs essentiels. Et on a vu, les travailleurs essentiels, c'était les gens dans les magasins, c'était les docteurs, nurses, etc. Les personnes racialisées qui travaillent, qui font la lessive, qui font le lavage dans les hôpitaux pour une raison ou une autre. On n'a pas mis des cœurs dans nos portes pour dire qu'on les soutient aussi. Donc, il faut penser... Et mon dernier point, c'est ayez l'œil critique
quand vous voyez des grandes campagnes de marketing, soit sur la santé mentale, soit sur l'appui des personnes noires, posez-vous les questions, vous-même, comment est-ce que vous allez rejoindre les personnes marginalisées dont on ne parle pas? Je parle des travailleuses du sexe, je parle des personnes qui sont itinérantes, je parle des personnes qui, encore une fois, n'ont pas encore des porte-paroles ou des personnes en poste de leadership. Pourquoi? Parce que c'est très facile à les oublier. C'est nos confrères, c'est nos consoeurs, c'est nos camarades. Step up. Step up. J'adore ça. Merci, Paige. Il faut le dire. Oui. Jenny est d'accord avec toi. Il faut le dire comme que c'est. Wow. On a très peu de temps qui reste. Je dirais même en réalité, il nous reste plus de temps. J'aimerais dire aux participants, premièrement, merci d'avoir été ici en grand nombre. On a beaucoup de questions. Donc, juste que vous sachiez, nous avons vos questions qui sont écrites dans un document. Donc, questions comme étant le manque de professeurs noirs dans nos réseaux postsecondaires, y a-t-il des mentors, des modèles noirs qui occupaient des rôles de leadership, les problématiques de bâtir un consensus, sont toutes des choses que nous avons prises, puis qu'on va s'efforcer de pouvoir vous répondre, OK? Avec l'équipe de mobilisation et de communication. J'aimerais vous remercier aussi à cette équipe-là. On parle de Catherine Gagnon, on parle de Shelley, on parle de Malcolm, qui nous ont aidés à mettre le webinaire en place, et Jenny et Dan aussi, de nous avoir donné l'opportunité de travailler là-dessus avec l'idée dont vous êtes venus. Tiens, j'ai un beau petit message de Lydia qui dit merci pour cette heure, qui vous dit merci aux panélistes, qu'est-ce que vous avez apporté était super pertinent. Je ne sais pas si vous avez lu les messages, mais il y a des beaux messages qui vous disent merci. J'espère qu'on va vous revoir. Pour ceux qui veulent revoir ce webinaire en anglais, on va peut-être parler de d'autres questions, on va peut-être parler des mêmes, mais si vous voulez le revoir, en savoir un peu plus, vous pouvez aussi participer au webinaire en anglais si vous êtes bilingue, qui se fera, je crois, à 1 heure, ou sinon, si je me trompe sur l'heure, Catherine, j'imagine qu'elle pourra l'écrire dans le chat. Merci Webster, merci Paige, merci Marc. Puis on se voit tantôt. Et à vous autres participants, passez une bonne fin d'après-midi. Un plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Oh, bonne journée. Bye bye.